Donc, sur le sujet des brevets, vont intervenir deux ex aussi étudiants, dont un ex-stagiaire de l'INPI. Donc, deux intervenants ex-QRP. Eddie Protière, qui est avocat au cabinet Jones Day, qui va nous parler de la réparation du préjudice de contrefaçon en se basant sur un arrêt de la Cour d'appel de Paris. Voilà. Et puis Bertrand Sautier, qui est actuellement, qui est docteur en droit et consultant en stratégie chez Clarivate, et qui va nous parler, alors qu'il avait prévu de nous parler de 3 sujets, mais qui va sans doute... Ah, il y en a qu'un maintenant, bon, ouais. C'est cool. On va faire quoi? C'est plus cool. Je te donne le choix. Ouais, ok, bah je te laisserai... Le truc sur l'intelligence artificielle, ça paraît sympa, ça vient compléter un petit peu ce qui a été dit précédemment, donc pourquoi pas. Et donc je laisse la place à nos intervenants, en leur demandant, comme aux autres, mais alors là, comme ils interviennent en dernier, d'être encore plus carrés sur le timing. Et encore merci d'avance pour vos interventions. Je vais essayer de faire vite. Moi, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que les juristes n'aiment pas trop, c'est l'argent, la réparation. Parce qu'en général, on arrive bien à avoir une décision de contrefaçon, mais le client, l'industriel, il est bien content. Mais enfin bon, déjà, il peut interdire son concurrent de continuer ce qu'il fait. Mais il aime bien aussi avoir un peu d'argent. Donc, je vais vous parler de ce point, et notamment de la prise en compte des bénéfices du contrefacteur. Donc, on a cet article qui est courant dans tous les droits de pays, c'est à peu près le même, où on a, premier alinéa, c'est facile, c'est les conséquences économiques qui sont réparées, avec une petite nouveauté, c'est la prise en compte des bénéfices. Et puis, si on n'a pas ça, parce qu'on n'exploite pas, ou on pense qu'on va pas avoir grand-chose, on a l'alinéa 2, qui permet d'obtenir une redevance indemnitaire. C'est pas mal quand on veut pas dévoiler sa marge, ou quand on veut pas perdre du temps sur ce point-là, parce qu'on sait qu'on va pas obtenir grand-chose. Ici, on peut pas avoir moins que la redevance qu'aurait eu un licencié normal. C'est normalement un petit peu plus, mais bon, c'est pas beaucoup plus. Voilà, donc le cas de figure dont je vous parle, on a une société Muller qui est titulaire d'un brevet sur un procédé de fabrication d'éléments chauffants, donc c'est des chauffages électriques. Au sein du groupe Muller, elle a donné des licences gratuites à des filiales, mais ces licences n'ont pas été inscrites au RNB, comme c'est souvent le cas dans ces licences intragroupes. Et on a 2 sociétés Carrera et Texas qui importent en France des produits contrefaisants. Voilà, donc de manière classique, Muller va faire un constat d'achat d'un des produits, elle l'analyse, elle voit que c'est une contrefaçon, donc elle fait des saisies contrefaçon, et elle assigne devant le TGI de Paris, qui va rendre une première décision en 2014, qui va dire que tout d'abord les licenciés sont irrecevables, bon ça c'était couru d'avance, ils auraient dû agir également en concurrence déloyale pour avoir le droit à obtenir quelque chose, mais ils ne l'ont pas fait. La contrefaçon est reconnue, et de manière classique également, le tribunal ne va pas se prononcer sur la réparation, mais va renvoyer les parties. On commence une deuxième instruction devant le tribunal où les parties vont communiquer des documents pour apprécier le calcul du préjudice. En parallèle, il y a un appel. La Cour d'appel en 2016 va confirmer le jugement sur la contrefaçon. Également, va ordonner la production des mêmes documents et en plus d'attestation des commissaires aux comptes. Bien entendu, il y a également, ça revient devant le tribunal sur les dommages et intérêts. Et là, c'est quand même des belles sommes qui sont accordées. C'est environ 600 000 euros parce qu'en fait, ce sont les bénéfices des contrefacteurs qui sont accordés au titulaire du brevet. Une belle somme également au titre du préjudice moral. C'est pour l'atteinte aux investissements intellectuels du breveté. Voilà, c'est ça le fondement. Et puis, il y a un petit article 700, mais il y en avait déjà eu un au précédent jugement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas plus important que ça. Il y a également appel sur cette question de la réparation. Et là, tout s'effondre pour le titulaire. Il est complètement débouté. Il ne touche plus un centime. Alors, la Cour va dire qu'en réalité, ce titulaire, il n'exploite pas directement et personnellement son titre. Et que donc, il aurait dû demander la redevance indemnitaire. Vous savez, l'alinéa 2 de l'article. Et il ne le fait pas, et c'est pas une erreur, c'est que vraiment, il ne voulait pas le faire. Il le dit dans ses conclusions, selon cet arrêt. Donc, il n'y a pas de droit. Et la Cour rappelle, par ailleurs, que
de toute façon, le préjudice, il n'est pas réparé en allouant l'intégralité des bénéfices. Voilà, donc la Cour d'appel est assez stricte. Elle retient que, tout d'abord, pour bénéficier de l'alinéa 1 de l'article 615.7, eh bien, il faut exploiter le brevet directement. Et que si vous ne le faites pas, vous avez le droit à l'alinéa 2, et l'alinéa 2, c'est uniquement une redevance, mais que si vous êtes dans le cas de figure de l'alinéa 1, eh ben, vous ne pouvez pas dire « je prends les bénéfices du contrefacteur et c'est ma réparation ». C'est pas si simple. Bon, bien sûr, il y a un pourvoi en cassation. Donc la Cour de cassation, elle va d'abord examiner le préjudice économique, et elle va dire qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévus par l'article 615.7 alinéa 1, dont le choix relève de la partie lésée, et qu'ainsi l'existence pour le titulaire d'un brevet d'un préjudice économique résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation. Donc en gros, la Cour d'appel n'avait rien compris. C'est bien le breveté qui choisit son mode d'évaluation, l'alinéa 1 ou l'alinéa 2, et pour bénéficier de cet alinéa 1, il n'est pas nécessaire d'exploiter son brevet. Elle ne dit pas qu'il a le droit au bénéfice, ça, elle le dit dans d'autres décisions, mais voilà. Elle examine également le préjudice moral. Alors vous vous souvenez qu'il avait été accordé au titre de l'atteinte aux investissements intellectuels. Bon, là, elle nous dit, en fait, il faut porter atteinte au crédit du breveté, à sa réputation, ou à tout autre élément de nature extra-patrimoniale. Et donc, elle ne casse pas l'arrêt qui avait rejeté, en considérant que les investissements intellectuels, c'était pas du tout quelque chose d'extra-patrimonial. Et je pense qu'elle a raison. En fait, la réparation des investissements intellectuels, c'est déjà les dommages et intérêts qu'on reçoit pour le préjudice économique. On n'a pas une atteinte à un brevet comme on a une atteinte à un droit d'auteur. Il n'y a pas vraiment de préjudice à un investissement intellectuel. Voilà. Donc, tout ceci... Pardon ? Il y a des inventeurs sensibles. Il y a des inventeurs sensibles, mais dans ce cas, ils le justifient autrement. Là, en l'occurrence, c'était juste une petite ligne dans les conclusions, et ils ont eu 100 000 euros en première instance. C'était quand même... Alors qu'en général, quand on obtient 50 000 euros en préjudice moral en matière de brevet, c'est déjà beau. Bon, ça n'a pas marché. Donc, cours de renvoi, cour d'appel de Paris, autrement composé, 11 mai 2021, donc on arrive à l'actualité. Et là, on nous dit, Muller est fondé à se prévoir de la réparation de son préjudice par l'alinéa 1, en faisant valoir les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, qui doivent d'ailleurs être prises en considération. Alors, vous vous rappelez que le texte dit prise en considération, elle ne dit pas allocation des bénéfices. Et en l'espèce, il faut d'abord déterminer quels sont ces bénéfices. Donc, vous pensez bien que les adversaires n'ont pas donné leurs bénéfices, parce que c'est quand même des données assez sensibles. Muller a dit, bah, c'est pas grave, moi je vais essayer de les estimer, et puis la Cour vérifiera. Donc, c'est facile, c'est le chiffre d'affaires fois le taux de marge moyen. Vu qu'on n'a pas le taux de marge sur ce produit, on prend le taux de marge moyen. Et c'est quoi le taux de marge moyen? Alors, c'est une formule un peu alambiquée, mais c'est le prix de vente unitaire moins le prix d'achat unitaire, fois 100, divisé par le prix de vente unitaire. Peu importe, en gros, selon les années et selon les sociétés, ça fait entre 17 et 26%, ce qui est un gros bénéfice, mais ce bénéfice n'est pas réel, parce qu'en réalité, on ne prend pas en compte les coûts fixes. Parce que comme le contrefacteur, c'est le méchant, ben, on le sanctionne un petit peu en disant, de toute façon, ces coûts fixes, vous ayez fait la contrefaçon ou pas, vous les auriez payés. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon. Donc, on n'en tient pas compte. Donc, c'est pour ça que ça fait des montants un peu plus élevés que ce qu'il y a dans les livres de compte. Et donc, on obtient pour Carrera 450 000 euros de bénéfices sur 3-4 ans, et Texas 467 000 euros, pardon. Là, on se dit, youpi, c'est le pactole, 900 000 euros, mais en fait, non. La deuxième partie, c'est que ces bénéfices, ils sont alloués au titulaire, mais après avoir une pondération. Parce que c'est ce que j'ai souligné, une part de ces bénéfices peut résulter non de la contrefaçon, mais des efforts propres du contrefacteur. Le contrefacteur n'est pas qu'un contrefacteur, c'est pas le vilain chinois qui copie exactement. Là, on avait un radiateur qui, on a pris une technologie sur ce radiateur, mais on n'a pas pris toutes les technologies. Et là, la Cour d'appel nous dit, en plus, cet élément du chauffage ne constitue même pas un élément promotionnel du produit. Au contraire du programmateur, des modes de chauffage complémentaires, du design et de la facilité d'installation. Et ça, ce sont des éléments importants, techniques, et qui ne sont pas couverts par le brevet. Donc, on va gentiment retenir qu'on va prendre en compte que 25%
des bénéfices et les accorder au titulaire. Donc on arrive à un total de 250 000 euros. Donc en réalité, on a bien accordé les bénéfices du contrefacteur, mais uniquement les bénéfices qui sont dus à la mise en œuvre du brevet contrefait, pas l'ensemble des bénéfices. Voilà, donc on commence à y voir un peu plus clair, parce que en tant que civiliste, quand on dit prendre en compte les bénéfices, c'est choquant parce que normalement on répare le préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Donc les bénéfices, ils ont rien à faire là-dedans. Mais c'est les directives de je sais plus quelle année qui avaient dit on essaye d'avoir un niveau élevé de réparation, donc on triche un peu en disant bah les bénéfices c'est la réparation. Et comme ils ont un peu honte les juges de dire c'est tous les bénéfices, ils ont essayé de trouver une pondération. Et je trouve la méthode pas trop mal. Et on peut imaginer par exemple un brevet de médicament où un génériqueur arrive un petit peu tôt sur le marché. Si le médicament, le brevet porte sur la molécule elle-même, bah finalement le génériqueur il a rien fait que de faire une copie. Donc lui, là on pourrait penser que 100% du bénéfice peut être alloué au titulaire du brevet. En réalité, jamais le titulaire du brevet, qui est un laboratoire pharmaceutique, va demander les bénéfices du génériqueur parce que lui, il en fait beaucoup plus. Donc, il va demander son véritable préjudice. Mais bon, c'est un cas de figure où on pourrait avoir 100% des bénéfices. Et j'en ai fini. Oui. J'ai jamais compris pourquoi on ne prend pas en compte le chiffre d'affaires, parce qu'en fait, si le contrefacteur, en plus, il est déjà un délinquant, en principe, il fait de l'optimisation fiscale, au final, il ne devrait pas y avoir de bénéfices. Il y a quand même des coûts de transport, des coûts d'assurance, non. La directive, je crois, ou en tout cas une décision française dit que ça ne doit pas être non plus une confiscation de tout le montant qui a été obtenu par la vente des produits argués de contrefaçon. Mais c'est déjà beaucoup plus qu'il y a quelques années quand on n'avait pas ce texte. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux le mécanisme d'indemnisation. Merci beaucoup Eddy et merci beaucoup pour tes ou vos efforts. Je sais pas si tes efforts de. Ok. Alors merci beaucoup Yannick, super. C'est pas de ma faute. Pour avoir gardé le temps. Merci au Purple de l'invitation à cette première journée d'actualité en pays. Bon anniversaire pour les 32 ans. J'espère que les 32 prochaines années seront aussi bonnes. Alors, à la base, j'avais 40 décisions de brevet, allemandes, japonaises et françaises. J'ai réduit à 2, donc je vais en faire qu'un. Et je vais vous parler d'intelligence artificielle et de la notion d'inventeur adjacente. J'ai pensé à d'autres choses dont on aurait pu parler, dont vous avez peut-être entendu parler cette année en brevet, notamment la levée des brevets ou licences d'office qui sont liées au Covid-19. Finalement, j'ai choisi quelque chose sur lequel j'ai déjà écrit, donc ça m'arrange un peu. Et en plus, il y a une actualité récente, donc c'est justifié. Donc, je vais vous parler des relations entre inventeurs d'un côté, intelligence artificielle. Donc, quand on pense IA et propriété intellectuelle, ça fait déjà un paquet d'années qu'on entend des débats là-dessus, que ce soit en droit d'auteur, en brevet, même en marque. Et en fait, c'est le cas pour chaque avancée technologique. Margot fait une thèse sur le blockchain. Il y a eu plein de littérature là-dessus. Ça a été le cas pour l'impression 3D. Il y a 10 ans, on parlait du big data aussi en faisant des débats. Donc, c'est naturel que finalement, une avancée technologique fasse l'objet des mêmes débats. Il y a beaucoup d'angles entre intelligence artificielle et brevet. Il y a notamment la brevetabilité des composants de l'IA, notamment ses aspects algorithmiques. Il y a la protection des résultats. Donc ça, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Il y a l'utilisation de l'IA dans la gestion des droits de pays par les entreprises, mais aussi par les offices de brevet, la gestion des demandes, les recherches d'antériorité, etc. Il y a un sujet qui est connexe que je vais mentionner, c'est celui de l'exploitation des données comme carburant des systèmes d'intelligence artificielle. Ça prend une place grandissante, au moins aussi importante, et comme Jean-Michel a écrit là-dessus l'an dernier, je fais attention de bien le mentionner. Donc, en ce qui concerne les résultats obtenus grâce à l'utilisation d'une intelligence artificielle, la question du rôle de l'inventeur, elle a récemment pris une place plus importante, parce qu'en fait, on se pose la question suivante: est-ce qu'une invention générée grâce à une intelligence artificielle sans apport humain significatif peut-elle être protégée par un brevet? Donc, est-ce qu'une machine peut-elle être considérée comme inventeur au regard du droit des brevets?
c'est un sujet qui a été considéré soit pertinent, soit complètement con par certains, avec certains parlant aussi de bouffonnerie juridique. C'est souvent des juristes qui m'ont dit que c'était irréaliste d'un point de vue technique qu'une IA invente. Mais moi, j'ai pas mal de clients qui, eux, sont ingénieurs et qui me disent, bah non, nous, on a déjà des inventions où la distance entre l'humain et ce qui est produit par la machine est suffisamment grande pour qu'on se demande quel nom on doit entrer quand on fait des dépôts de demande de brevet. Donc moi j'ai tendance à penser que c'est pas tellement une hypothèse farfelue et que ça mérite qu'on s'y penche aujourd'hui. Donc d'abord essayons de définir qu'est-ce qui est un inventeur. En R&D, moi j'ai souvent des ingénieurs qui comparent le métier d'inventeur à celui de chef cuisinier, même si c'est une aberration au pays, parce qu'ils considèrent qu'ils prennent des ingrédients à droite, à gauche, et en fait ils vont prendre des ingrédients qui sont inattendus et ça va créer quelque chose de nouveau qu'on considérait être une invention. En droit des brevets, c'est pas toujours formellement défini ce qu'est un inventeur. C'est un individu ou un groupe d'individus participant à l'acte d'invention. Ça, c'est la définition qu'on a en France. Bon, ça nous avance pas trop. Il n'y a pas tellement de définition propre et formelle dans le CPI français. Si on regarde les manuels de l'USPTO aux États-Unis, il nous indique que le critère, en fait, le plus largement utilisé, c'est que l'inventeur, c'est le concepteur de l'invention. Et le concepteur de l'invention, si c'est le critère déterminant, il le détermine de façon constante comme la formation dans l'esprit de l'inventeur d'une idée définitive et permanente de l'invention complète, telle qu'elle sera ensuite appliquée dans la pratique. Donc c'est la performance de l'esprit de l'inventeur qui représente la conception. Si on rapporte ça à l'IA, la qualité d'inventeur, si elle dépend des directions données par un humain aux activités d'une intelligence artificielle, dans ce cas-là, la simple suggestion d'une piste d'invention par une IA suffit pas à ce qu'on la considère comme concepteur. Moi, je travaillais pour une entreprise qui s'appelle iProva, qui ont des systèmes d'intelligence artificielle qui vont amener des informations inattendues, mais quand même connectées au modèle dans lequel regarde l'inventeur. Ça, c'est juste des suggestions. Ça suffit pas à considérer que l'intelligence artificielle a pondu une invention. Donc, dans l'hypothèse d'une direction relativement précise de l'humain vers l'IA, on se contente alors d'avoir une IA qui réalise l'invention, qui vérifie une hypothèse, et qui est finalement qu'un outil qui assiste l'inventeur humain comme n'importe quel programme informatique pourrait le faire. Par contre, dans l'hypothèse inverse, si l'IA fonctionne avec un paramétrage humain, des directions qui sont minimes, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'un humain a contribué à l'invention ? Alors c'est d'actualité aujourd'hui parce que l'hypothèse qu'un programme puisse indépendamment d'une intervention humaine réaliser une invention a été testée au cours des 3 dernières années maintenant auprès de la plupart des offices de brevets mondiaux. Et ça a été fait à travers un projet qui a été mené par un professeur de droit qui s'appelle Ryan Abbott, qui s'appelle The Artificial Inventor Project. Alors, ce projet, c'était quoi? C'était de prendre en fait les créations d'un système qui a été créé par le professeur Steven Thaler aux États-Unis, avec son système qui s'appelle DABUS. Il a été donc utilisé pour créer 2 inventions qui ont été déposées d'abord auprès de l'OEB. Je ne vais pas vous faire toute l'historique de la stratégie de dépôt, mais on a eu 2 dépôts distincts, donc 2 priorités auprès de l'OEB, qui ont après été rassemblés en un dépôt PCT, et qui après a été dans différents offices mondiaux. 3 minutes. Donc je vais pas vous faire l'historique non plus de la machine, à part vous expliquer que ce qu'on essayait de faire avec cette machine, c'était de créer des réseaux neuronaux qui permettaient de réfléchir comme le ferait un humain, en introduisant du bruit, donc des éléments non connectés, pour pouvoir permettre au système de développer des solutions grâce à ce bruit. Donc il y a eu un test qui a été fait grandeur nature. C'est donc ce système qui a été utilisé, donc je dis avec l'aide du professeur Abbott. Il y a eu des décisions qui ont été publiées par la plupart des offices qui recevaient cette demande, qui en fait ne comportaient pas de nom d'inventeur, uniquement la mention DABUS, invention réalisée grâce à une intelligence artificielle. Donc il y a eu une première décision de l'OEB de 9 pages qui a été publiée, qui a rejeté cette demande, indiquant que le non-respect des conditions de désignation de l'inventeur contribuait au rejet immédiat de la demande. Et puis, il n'y avait pas forcément de justification au fond de tous les offices, mais la plupart ont indiqué qu'il y avait une anthropocentrie, en fait, de la plupart des offices, et que la lecture de la loi consistait à désigner que seul un humain
pouvait être inventeur et pas une machine jusqu'à aujourd'hui. Et que même si dans les textes, c'était pas précisé, parce que c'était pas une hypothèse qui avait été envisagée qu'un inventeur devait nécessairement être humain, c'était impliqué notamment par les fondamentaux et les justifications du système de brevet. Alors, ça aurait pu en rester là, ça c'est des décisions qui datent de 2020, mais heureusement il y a eu quelques décisions récentes, notamment une d'Afrique du Sud qui n'était pas motivée, qui a reconnu, qui a accepté en fait le brevet, mais ça ne nous disait pas grand-chose. Mais il y a une décision plus récente d'Australie, du 30 juillet, qui en fait est revenue réanimer le débat, puisque c'est une cour fédérale qui a reconnu la possibilité pour une IA d'être désignée comme inventeur. Donc après le rejet de l'office australien, il y a cette cour qui a finalement accepté cette désignation. Donc c'est une décision qui peut aussi faire l'objet d'un appel. Et puis, alors, actualité brûlante, puisque c'était il y a 3 jours, il y a eu l'appel de la décision de refus de l'Office de Grande-Bretagne, qui a confirmé le refus, mais il y a quand même eu un juge, donc Colin Bierce, qui est un des juges très connus au Royaume-Uni, qui a, lui, dans une opinion du coup minoritaire par rapport aux 2 autres juges, aurait accepté l'appel, et aurait déclaré que dans son opinion dissidente, au contraire des 2 autres juges, le fait qu'un inventeur soit une machine n'était pas pour lui un obstacle à ce qu'un brevet soit délivré au demandeur. Et donc en conclusion, je dirais, en essayant de terminer en 1 minute, que si on est réellement en présence d'une invention qui est générée par une IA, les options disponibles aujourd'hui sont pas terribles pour les entreprises parce qu'elles peuvent soit désigner un inventeur qui en est pas réellement un. Il n'y a pas tellement de conséquences en Europe, mais aux États-Unis, une fausse déclaration d'inventeur sur un document fédéral comme une demande de brevet, ça peut amener à une condamnation, à une amende, voire une peine d'emprisonnement. Alors on voit pas trop qui pourrait amener une justification de ça. Mais les implications aussi économiques, elles sont pas à minimiser pour les entreprises qui sont listées sur cette slide, parce que elles, ce qu'elles vendent, c'est des inventions qui sont soit fortement aidées par l'IA, soit qui sont directement créées par l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup dans le domaine de la pharma pour notamment tester des nouvelles molécules. C'est le cas de Benevolentia et Ilex qui sont en Grande-Bretagne, Ictos qui est en France, mais dans d'autres domaines aussi, notamment avec iProver. Une des solutions qui pourrait être pensée, sans donner des droits à une machine, parce que là on s'embarque dans un autre débat pour lequel on pourra faire des colloques à part entière, ce serait de simplement retirer l'obligation d'avoir un inventeur humain. S'il y a un inventeur qui est lésé parce qu'il était réellement inventeur, il pourra toujours avoir les mêmes actions en revendication qu'aujourd'hui. Par contre, ça permettrait aussi d'avoir des entreprises qui déclareront de façon honnête qui est l'inventeur, si c'est un système ou si c'est un inventeur. Voilà, il est 17. J'étais presque. Merci beaucoup. Bravo Bertrand, merci à la fois pour cette présentation et pour le respect du pays. On va examiner les cas concernant le chasseur après ski. Vous connaissez tout le monde Boots, même parce qu'ici vous avez les Alpes français qui sont très, très beaux. Donc, par 2 arrêts distinct, le tribunal de Milan a reconnu la protection du droit d'auteur aux chaussures de neige après ski, Boots, en tant qu'œuvre de design industriel. Parce que, selon le tribunal, la protection du droit d'auteur s'applique au Boots car c'est une œuvre de design industriel qui a en soi un caractère créatif et une valeur artistique. Mais il faut dire que en Italie, la protection du droit d'auteur, c'est pas vraiment comme on dit forte pour les designs. Et après l'arrêt de Cofemel, peut-être ça va un peu changer. Mais le tribunal de Milan, avec un deuxième arrêt de 2021, a considéré que les Boots sont une œuvre de création dotée d'une valeur artistique compte tenu de leur impact esthétique particulier qui, lorsqu'elle apparut sur les marchés, a profondément modifié la conception esthétique même de l'après-ski, devenant un véritable icône du design italien. En fait, ici il y a... Ok, non. Ici il y a... Non. Et la Cour a souligné le fait que ce travail de conception est l'expression de la tendance de l'époque en interprétant son esprit. L'œuvre a un contenu artistique et a une valeur en soi.
est devenu une véritable icône. Et la Cour a précisé aussi qu'il faut, je vais couper, excusez-moi, mais alors, aussi que les moon boots ont obtenu aussi des prix nationaux et internationaux, ont été publiés dans des monographies sur les designs contemporains. Et en 2000, ils ont également été choisis par le musée du Louvre comme l'un des 100 symboles les plus significatifs du design du XXe siècle au niveau international. En plus, ils ont été exposés à la Triennale di Milano et aussi à l'exposition permanente du MoMA en 2018. Donc pour le tribunal italien, il n'y a pas de doute que les moon boots peuvent être protégés par les droits d'auteur. Et donc, je vais à autre parce que j'avais la décision COFEMEL qui c'est lié à cette décision du tribunal et je parle de l'affaire Kiko. Vous connaissez peut-être les magasins Kiko parce qu'il y a aussi en France, mais c'est une marque italienne. En 2005, Kiko avait commandé la réalisation d'un projet d'architecture d'intérieur pour ses propres magasins monomarques. Et ils avaient réalisé sur le territoire national beaucoup de magasins. La concession était dans un style minimaliste caractérisé par un espace ouvert, des symétries, des lumières effets disco, des murs transparents, les mêmes couleurs et des écrans de télévision. En 2009, le concurrent Wycon ouvre des magasins reproduisant le même style, vous pouvez le voir, le même style des magasins Kiko. Et donc, ces derniers intentent une action en justice, se plaignant de la violation des droits exclusifs de réalisation économique sur les projets architecturaux relatifs aux magasins, conformément à l'article 2, numéro 5, loi d'auteur, qui protège les dessins et les œuvres d'architecture. Le tribunal de Milan a reconnu la protection du droit d'auteur dans les projets d'aménagement intérieur des magasins Kiko en évaluant l'existence du caractère créatif en conditions nécessaires à la protection dans le choix, la coordination et l'organisation des éléments de mobilier par rapport au résultat global obtenu. La Cour d'appel a confirmé les jugements et s'est concentrée sur la distinction entre design d'intérieur et architecture d'intérieur parce qu'ils sont protégés par deux articles différents dans la loi italienne. Et donc, dans le cas de l'architecture d'intérieur, pour la protection du droit d'auteur, et ça suffit le caractère créatif et l'originalité. Et ce n'est pas nécessaire la valeur artistique. Donc, je m'arrête. Non, tu as encore un peu de temps. Non, d'accord. Alors, je prends 2 minutes pour vous dire que je suis très contente d'être ici parmi vous. Et je remercie Pascal pour m'avoir invité. Et je suis sûre que pour moi, beaucoup de vous se souviennent aussi de Madame Perron-Morel. Et donc, c'est tout. Je voulais simplement vous remercier. Oui. On dirait que ça change quand même, parce qu'en Italie, pendant longtemps, Oui. il y a quand même l'obligation pour des œuvres de design de démontrer un pas artistique ou une caractéristique. Et dans la première décision, je trouve que le tribunal de Milan se sert quand même pas mal de ça. Quand on dit que ça s'est apparu dans les musées, oui, c'est une reconnaissance d'un pas qui est important qu'on n'a pas du tout en France. En fait, en fait, Laurence l'avait dit, c'est difficile en Italie de protéger. Alors que là, on dirait que dans Kiko, il y a quand même. Oui, il y en a une ouverture. Maintenant, il y a un petit peu une ouverture en Italie sur le. Donc, tu es optimiste aussi comme Laurence. Oui, je pense que peut-être va changer après COFEMEL parce qu'il faut même tenir compte en Italie de la. Comme on disait, il y a comme tu disais aussi, Gaëlle, l'Italie s'ouvre davantage
et puis la France peut-être agit un peu dans plus exigeante, c'est plus exigeant, de manière à trouver un équilibre en fait au niveau. Et une harmonisation. Exactement. D'accord, merci. Merci. Excusez-moi. Merci.